Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des rendez-vous RSE. C'est la mensuelle proposée par la chaire responsabilité sociétale des entreprises RSE d'Audencia Business School. Une fois par mois, les acteurs du territoire et même parfois au-delà impliqués dans la RSE sont mis à l'honneur dans ce programme. Vous nous suivez en direct sur le Facebook d'Audencia. Vous pouvez également nous retrouver sur les ondes via la plateforme web de Sun, le son unique. Pour ce 14e numéro, nous allons nous intéresser à la pratique du sport en entreprise et sa relation avec les enjeux RSE. Alors comment instaurer cette dynamique au sein d'entreprise? Quels sont les usages, les tendances dans les organisations? Et puis quels sont les enjeux à la fois en termes de santé publique, lutte contre le stress, traitement ou évitement des troubles musculo-squelettiques, prévention des moyens évidemment d'appréhender les maladies cardiovasculaires ou métaboliques qui sont autant de moyens de reculer la rupture avec des habitudes sédentaires, nous le verrons, à tous les âges dans une carrière qui a tendance à se rallonger. Alors enfin, comprendre également les bénéfices en termes de management et de performance pour les organisations qui sont de plus en plus nombreuses à s'engager, nous le verrons. En effet, toutes les valeurs liées au sport, du sentiment d'appartenance, au dépassement de soi, de la motivation des collaborateurs à la satisfaction de la victoire partagée. Nous sommes au cœur, installés évidemment au cœur de l'entreprise, Sigma. Aujourd'hui, le groupe Sigma, en quelques mots, est spécialisé dans l'édition de logiciels, le conseil, l'intégration et l'infogérance. Nous sommes au siège social situé à Nantes, mais c'est une implantation sur l'ensemble du territoire. Éric Pouliquin, bonjour, vous êtes en charge de la responsabilité sociale chez Sigma. Stéphane Papin, à mes côtés, vous êtes consultant data au sein du groupe Sigma, vous êtes coordinateur des activités sportives et animateur de la team Défi Sport. Donc vous travaillez tous les deux, Éric et Stéphane, chez Sigma, on l'aura bien compris. Françoise Légal, bonjour, vous êtes vice-présidente du CDOS 44, le comité national olympique et sportif français. Vous êtes référente en charge de la branche santé. Il faut rappeler que le CDOS, mais vous le ferez encore mieux que moi, est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans les affaires sportives du territoire et vous représentez le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Samuel Blin, à mes côtés, vous êtes cofondateur et responsable du développement commercial de Fitly. Fitly, c'est une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les partenaires sportifs avec pour objectif, vous allez nous l'expliquer, de favoriser le bien-être au travail grâce au sport. Enfin, Daniel Muraille, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président chargé de la branche sport et bien-être au CROSS des Pays de la Loire. Le CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif. C'est une association omnisport qui a été créée en 1973. Il faut dire que c'est la première décentralisation en région Pays de la Loire. Vous représentez donc au niveau régional le comité national olympique et sportif français. Je dois préciser enfin que pour celles et ceux qui nous écouteront en podcast, on aura évidemment le plaisir de suivre en tout cas et d'échanger avec Benoît Campargue qui est champion d'Europe de judo en 1992 et qui a notamment entraîné Teddy Riner. Il est consultant pour Sportif Management Systems, une entreprise de coaching sportif. Il assure notamment la gestion des conflits, en tout cas c'est l'objectif par le sport en entreprise. Et puis il a créé Passeport Pôle emploi, c'est une école de formation. Il l'a créé avec Thierry Marx, le chef cuisinier, un passeport, une formation à but social, humain et éducatif qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de retrouver un emploi pérenne. Voilà, donc on suivra l'interview de Benoît Campargue pour celles et ceux qui nous suivront et qui nous retrouveront sur ce format en podcast. Daniel Muraille, peut-être je voulais voir avec vous, on va parler de sport et de RSE, mais avant ça de sport et d'entreprise. Est-ce que cette relation est si récente que ça? On en parle aujourd'hui, mais c'est une affaire qui dure depuis un moment quand même. Voilà, donc d'abord j'ai le plaisir de retrouver Stéphane puisque il avait reçu le trophée Sentez-vous Sport à Paris et l'opération Sentez-vous Sport est une opération qui a été montée par le CNESF il y a déjà plusieurs années et donc ça a été un plaisir de voir que jusqu'à maintenant c'est des entreprises plutôt parisiennes, donc ça a été un plaisir de voir pour nous qu'une entreprise de Nantes et de la région des Pays de la Loire puisse recevoir ce trophée. Entreprise de plus de 250 salariés, voilà, bien ça la catégorie. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories et plusieurs tailles d'entreprises dans ce trophée. Donc le trophée le plus élevé, en fin de compte, au niveau de la taille d'entreprise, a été reçu par le groupe Sigma. Voilà. Alors, cette histoire je le disais, de relation entre entreprise et sport ne date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça dure.
Oui, le sport en entreprise fait partie des différents challenges qui peuvent être relevés par le RSE dans les entreprises. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le challenge principal dans l'entreprise. Quand il y a des études qui ont démontré que dans l'entreprise, les emplois du temps, les salaires, la relation avec les familles étaient souvent ressentis et par les employeurs et par les employés comme principal par rapport au sport en entreprise. Ça n'en demeure pas moins que le sport en entreprise est devenu quelque part une part importante parce qu'il a été relevé que beaucoup de personnes étaient sédentaires et la première lutte dans ce problème de santé publique qui existe en France, une des premières luttes est de ramener à la pratique sportive et à l'éducation physique, l'activité physique, les personnes qui sont éloignées qui se sont éloignées du sport. Et le CNOSF a été parmi les entreprises, les groupes nationaux qui ont été sollicités par le ministère des Sports pour pouvoir s'engager dans cette dynamique. Françoise Légal, peut-être un sujet aussi sur cette dynamique qu'on observe au sein des entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de vivre une époque où les collaborateurs ne veulent plus assimiler, en tout cas révisent leur relation au travail et puissent considérer que l'entreprise doit intégrer ces pratiques sportives sur le temps du travail? Oui, effectivement, on s'aperçoit que dans une entreprise, lorsque les gens ont des moments pour échanger au niveau du sport, les relations sont beaucoup plus agréables. Certaines personnes, souvent assez timides, par le biais du sport, arrivent à s'affirmer ou se sentent mieux dans l'entreprise. Le sport en entreprise, pour moi, c'est aussi des relations, c'est un échange et c'est permettre aux gens de faire autre chose ensemble. Stéphane Papin, vous l'avez vu observer comment chez Sigma cette évolution? On disait que ça date pas tout à fait d'aujourd'hui. Comment les choses sont montées en puissance? Au départ, ce sont les collaborateurs pratiquants qui ont emmené les autres et ce mouvement-là? Oui, je confirme. Donc en fait, depuis 2011, il y a vraiment une pratique assidue et on va dire d'ampleur au sein de Sigma pour la pratique du sport. Ça a été au début, comme dans beaucoup d'entreprises, de l'autogestion, donc des collaborateurs qui venaient avec leur sac de sport et qui faisaient leur séance en fonction de leurs envies. Et puis petit à petit, ça s'est structuré. Donc à l'initiative de collaborateurs, ça a vraiment été le point d'ancrage chez Sigma et qui perdure pour les différentes activités qu'on propose. À l'initiative de collaborateurs, d'essayer de fédérer de façon un peu plus organisée, on va dire, donc avec des créneaux dédiés pour ça, avec aussi on a la chance au sein de Sigma d'avoir des infrastructures au niveau des locaux qui sont très agréables, que ce soit pour les douches, les vestiaires ou des salles multi-activités, c'est un des grands points d'ancrage pour faciliter le sport en entreprise. Et puis après, c'est la dynamique des gens qui fédèrent au sein de Sigma, des collaborateurs qui prennent, on va dire, le lead dans ces animations qui font que derrière ça suit et le bouche à oreille après, c'est comme dans toute structure, le bouche à oreille, le fait que les gens soient satisfaits de ce qu'on propose fait que ça se démultiplie et que de plus en plus de collaborateurs font du sport sur l'heure du midi ou le soir. Daniel Muraille, est-ce que cette situation paraît quand même un peu exceptionnelle au regard du reste des entreprises sur le territoire? Ah oui, la dynamique qui a été créée chez Sigma est quand même exemplaire parce qu'on ne rencontre pas beaucoup d'entreprises à ce niveau-là. Il y a des grosses entreprises qui ont mis en place des plans sport dans l'entreprise et qui n'arrivent pas au pourcentage qui est ici. Est-ce que c'est un problème de culture? Est-ce que les choses sont différentes, par exemple, dans les pays anglo-saxons et moins fortes encore en France, dans une culture qui a souvent plutôt valorisé l'esprit que le corps? Ça, je n'ai pas de chiffres de comparaison par rapport aux autres pays européens. Sauf peut-être dans l'Europe du Nord. En Europe du Nord, il y a une dynamique plus importante au niveau du sport dans l'entreprise et une relation plus importante. Cela vient aussi de l'organisation et de la gouvernance du sport. Elle n'est pas la même en France comme par exemple en Allemagne ou en Italie ou en Angleterre. Donc cette organisation du sport n'a peut-être pas favorisé la relation entre le sport et les entreprises pendant un moment.
Éric Pouliquin, comment est-ce que justement le sport ou la pratique sportive peut devenir un vecteur de promotion de la santé? On va parler de la santé évidemment, et la notion de sport santé, comment ça peut devenir un vecteur de promotion de la santé au travail? Parce que c'est quand même très lié. Alors, on ne l'a pas abordé sur l'aspect santé, on l'a plutôt abordé sur l'aspect qualité de vie au travail, et trouver sur le lieu du travail tout un tas de services qu'un collaborateur peut trouver dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il vient au travail et il se dit, pour optimiser son temps, est-ce que je peux trouver sur mon lieu de travail des activités que j'aime pratiquer, que j'ai envie de faire découvrir à d'autres, parce que on part d'initiatives personnelles. Hein. Chacune des activités, elle est à l'initiative d'un collaborateur qui porte cette activité. Et donc, c'est de faire découvrir et de partager aussi sa passion, hein, avec d'autres. Alors, ça a peut-être aussi directement ou indirectement un impact sur la santé, mais ça n'a pas été le fil conducteur du point de départ, hein. C'était plutôt la qualité, comme pour la restauration. Aujourd'hui, on n'a pas de restauration collective sur le site, mais on favorise le fait qu'on puisse trouver déjeuner dans des espaces qui soient agréables. On laisse des food trucks venir sur notre parking plusieurs fois dans la semaine. On vient de mettre en place des vitrines connectées pour que chacun puisse retrouver aussi à un moment de trouver des plats différents du plat préparé à la maison ou du sandwich acheté à côté. Donc c'est plutôt une qualité de service, on va dire, et non pas sur l'aspect santé, même si on est quand même dans des activités relativement sédentaires où on passe on va dire 7 heures ou 8 heures assis derrière des bureaux ou en réunion. Donc on essaye de trouver des moments qui permettent de sortir du contexte travail ordinateur. Stéphane Papin. Ce que je voulais confirmer, c'est vrai que c'est pas la santé qui a fait déclencher, on va dire, ce vent d'initiative, mais en termes d'absentéisme, on sait qu'on réduit forcément l'absentéisme des collaborateurs qui se sentent bien dans leur peau et puis qui ont une aptitude physique à être plus en forme que d'autres et à passer les hivers et au-dessus des grippes, on va dire. Et puis après, les chiffres qui ressortent, hein, ça depuis bien longtemps maintenant, c'est l'âge de la dépendance qui recule de 6 ans pour les salariés qui ont une pratique sportive régulière, donc que ça soit dans le cadre de l'entreprise ou autre, hein, mais on repousse la dépendance de 6 ans et une espérance de vie de plus de 3 ans, quoi. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont pas anodins et qui comptent. Daniel Murray. Oui, j'aurais un complément à ce que vient de dire Éric Pouliquin, le responsable donc de chez Sigma. Ce qui est important, c'est de montrer effectivement que le sport en entreprise est une des composantes. Et vous venez bien de décrire qu'il y en a d'autres composantes dans les RSE. Et ce qui fait que c'est parfois un peu compliqué de pénétrer l'entreprise. Il y a une autre raison, puisque je fais partie du groupe sport en entreprise au CNOSF, et on avait une réunion avec 8 ou 9 représentants des fédérations nationales qui se lancent dans cette opération. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsque est développé dans l'entreprise des facilités pour la nourriture, pour les crèches, pour tous ces développements immédiats, c'est vite chiffrable dans l'entreprise. Alors que le sport dans l'entreprise n'est pas chiffrable tout de suite, ce qui fait que les gens n'ont pas toujours tendance à imaginer que ça peut avoir un avantage. Donc c'est un des phénomènes qui fait que le sport entreprise a aussi un peu de mal à se développer dans l'entreprise. On l'a un petit peu évoqué, Samuel Blin, au démarrage de cette émission, et plusieurs enquêtes le confirment et ont montré que le manque de temps pouvait être le principal frein à la pratique sportive régulière chez les adultes. Alors comment on fait pour y remédier, et est-ce que cette solution de l'intégrer notamment justement en entreprise peut faciliter les choses? Totalement. Par exemple, avec Fitly, on a pu remarquer que la plupart des salariés ne trouvaient pas le temps d'y aller entre le soir, ne trouvaient pas le temps d'y aller le week-end, où ils ne savaient pas où y aller. Vous êtes parti de ce constat-là pour créer Fitly? En fait, d'un côté, les différentes personnes, ils ont leur vie professionnelle, ils trouvent pas les différents partenaires, ils ont pas envie de s'engager, et donc nous on leur permet d'avoir un accès à toutes les différentes activités, mais surtout qu'il n'y a même plus besoin de faire le chemin jusqu'à un partenaire sportif. Le coach peut venir directement dans son entreprise, ou bien on peut se dire ça va être un événement dans le mois, il va y avoir un événement découverte de l'escalade, et on va commencer peu à peu à s'acclimater
au sport en entreprise et on va commencer à apprécier ces différentes activités sportives. Et on va trouver le temps en fait pour aller faire cette petite activité de temps en temps, 1 heure entre midi et 2. On reviendra sur effectivement le déploiement des offres que les entreprises et des services que l'entreprise peut faire. Dans ce sens-là, est-ce qu'en France aujourd'hui, Éric Pouliquen, est-ce que le droit du travail oblige les entreprises à minima, à encourager, à informer, à sensibiliser les collaborateurs à des pratiques sportives? Alors là, c'est une initiative propre de l'entreprise ou le droit du travail doit quand même peut-être on a Samuel, vous avez un mot là-dessus? Alors aujourd'hui, c'est pas directement poussé vers le fait de dire on doit améliorer la qualité de vie au travail, mais de plus en plus en fait des acteurs privés, voilà, toutes les assurances, toutes les mutuelles vont pousser la prévention santé. Et donc peu à peu, on sent que les discours sont en train de changer et on voit que d'un côté, on va réduire énormément des dépenses. Et donc ça va inciter d'un autre côté d'autres acteurs à se dire on va commencer via des exemples comme Sigma à dire regardez tous les bénéfices qu'il peut y avoir pour des entreprises, qu'il peut y avoir pour la santé des collaborateurs, pour commencer à promouvoir dans l'ensemble des autres entreprises. Éric Pouliquen, un complément là-dessus? Je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure où en fait l'idée de départ c'est pas focalisé sur du réglementaire ou sur la santé, mais c'était plutôt sur du bien-être, de partager, de vivre des moments différents, de rencontrer des personnes d'équipes différentes, parce qu'on est quand même 700 sur le site, sur 8 bâtiments, et on peut pendant 1 an ou 2 ans ne pas croiser certaines personnes. Donc ce genre d'activité permet de rencontrer des collègues en fait, et puis de vivre des moments un peu différents, quoi. Françoise, quand même, je voudrais revenir sur la question du droit du travail. On n'est pas des spécialistes ici, mais est-ce que la puissance publique peut quand même inciter, encourager, alors au niveau réglementaire ou dans d'autres actions en soutien, en subvention, en financement, ces démarches-là, ou encourager en tout cas les entreprises à s'engager sur ces initiatives-là? Alors, en niveau soutien, on a des soutiens, mais ils sont pas élastiques. Ça peut nous permettre de mettre des choses en place au niveau sportif, et on a des partenariats à faire avec des gens qui nous permettent de faire évoluer, travailler nos éducateurs. Parce que actuellement, un éducateur dans le monde sportif et dans les comités, il y a plein de personnes qui ont des diplômes et qui sont très, on va dire, qui peuvent intervenir, mais qui n'ont pas ni les ficelles ni la façon de le faire. Ou ce sont des éducateurs indépendants et là ils vont faire la démarche, mais au niveau des structures en général ils savent pas trop comment faire. Donc nous on s'est penché au niveau du comité olympique sur cette problématique en se disant comment on peut faire le lien entre le monde sportif et donc les comités, les clubs et les entreprises. Donc c'est tout un travail qu'on a fait depuis l'année dernière qui nous a permis de nous rencontrer avec Samuel et de se dire on peut faire quelque chose ensemble. On verra justement comment ça se formalise. Daniel Muraille, peut-être on parle depuis le début de cette émission, on a commencé à parler, ou en tout cas ça a été évoqué, il me semble, les publics sédentaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que l'objectif c'est de satisfaire les déjà très pratiquants ou d'initier ceux qui ne pratiquent justement pas de sport? Alors, j'allais dire les deux, mais principalement, c'est de relancer dans l'activité physique des personnes qui l'ont abandonnée. Et pour ça, les fédérations ont mis en place un certain nombre de dispositifs sur ce qu'on appelle, ce que les techniciens de la santé appellent la prévention primaire, c'est-à-dire de remettre dans l'activité physique les personnes. Et pour ça, ils ont édicté des règles de sport, d'activité physique différentes des règles habituelles. On s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui avaient quitté l'activité physique parce que la compétition ne leur plaisait pas, parce que ce qu'on leur demandait était trop fort pour eux, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer avec des garçons et des filles en même temps, parce que, j'allais dire, les filets étaient trop hauts, le panier de basket pas assez large. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par toutes les fédérations
Il y en a à peu près 35 qui figurent actuellement dans ce qu'on a appelé le médico-sport, mais qui n'a rien de médical au titre médecin à ce niveau-là. Et ce sont des dispositifs qui permettent à des gens de reprendre contact avec l'activité physique, sans se faire mal aux mains parce que les balles ne sont plus les mêmes, sans sauter trop haut parce que le filet est plus bas, et puis en visant un cercle sur un panier de basket qui est un peu plus large. Ou de faire de la marche d'une façon différente de celle qu'ils pouvaient faire avec la marche nordique. Il faut savoir que par exemple la fédération d'athlétisme, ça fait depuis l'an 2000 qu'ils sont lancés dans cette opération. Donc il y a les fédérations, la Fédération française de sport en entreprise qui a aussi depuis quelques années, depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2004, qui met en place des protocoles qui permettent aux entreprises de se rassembler avec divers types de compétitions. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui a été travaillé par les fédérations, qui existent d'ailleurs en France. Il y a des régions en France qui ont mis en place des dispositifs d'accès au sport en entreprise qui vont même jusqu'à des séminaires dans l'entreprise pour ramener les personnes à se retrouver ensemble autour d'ateliers et de définir le sport qu'ils veulent mettre dans l'entreprise. Il y a des possibilités pour les personnes d'avoir un accès complètement libre et à des taux défiant toute concurrence et qui ne nécessitent pas l'adhésion à un club. Ce sont des choses qui existent dans le sud de la France ou auprès de la région parisienne qui ont été mis en place par le Comité national olympique et sportif. Alors justement, Stéphane Papin, moi je voudrais comprendre, est-ce que l'idée c'est quoi? C'est de remettre en mouvement sans dicter de pratiques, d'imposer de pratiques sportives? Ouais, on est vraiment, le mot imposé est vraiment à bannir du discours, pour confirmer là ce qu'évoquait Daniel et le choix entre guillemets de faire du sport soit un peu plus compète ou reprise d'activité. Un exemple très concret, donc chez nous la team Défi Sport, donc ce qu'on appelle team Défi Sport, avait été créée en 2011 par deux collègues, voilà, dans un but. Le mot défi c'était de faire quelque chose voilà, qui marquait un peu les esprits, mais qui du coup ne rendait pas forcément accessible, on va dire, au plus grand nombre cette pratique-là, concrètement. Et il y a 2-3 ans, on a arrêté en fait de pousser, on va dire, des participations sur des semi-marathons, sur des marathons uniquement, et notamment en proposant des courses comme Odyssea, donc qui lutte contre le cancer du sein, mais qui propose une marche à pied de 5 km ou en course à pied, et donc qui permet là à tout à chacun de participer, d'intégrer, on va dire, cette team Défi Sport pour faire du sport entre collègues et autres. Et à partir du moment où on a démocratisé et eu ce discours, avant c'était pas fermé, mais il y avait une image qui se donnait, voilà, ça court un peu trop vite et un peu trop longtemps pour moi. On a, je peux pas dire plus que doublé, c'est vraiment plus que ça. En termes d'adhésion et de participation, alors d'adhésion, il n'y a pas d'adhésion pure et dure, mais en termes d'implication au sein de la team Défi Sport, on est passé de x3, x4. C'est une des vigilances. On ne parle pas de Françoise Légal, il ne faut pas parler de sport, mais plutôt d'activité physique. Alors à ce moment, pour éviter d'ailleurs notamment cette exclusion ou cet esprit de compétition qui peut interdire certains publics dans les entreprises. Il faut que le sport s'adapte à la personne. Si une personne n'a pas fait de sport pendant un moment, on ne va pas lui demander un défi trop important et on va la faire progresser, on va l'accompagner pour qu'elle prenne plaisir. Si c'est faire un cours et qu'à la fin du cours, la personne n'adhère pas, on n'a pas gagné. C'est vraiment le fait de redécouvrir quelque chose. On voit, je suis la seule femme, mais on voit souvent les mamans lorsqu'elles reviennent d'avoir eu leur bébé qui n'osent plus refaire du sport parce qu'elles ont changé un peu de corps ou qu'elles ne se sentent pas capables. Et le fait de faire du sport en entreprise avec les collègues, déjà elles reprennent leur place. L'image devient positive et au fur et à mesure, en général, les filles qui reprennent, ce sont des battantes et au bout d'un moment, elles réintègrent un sport qui leur plaît et il n'y a pas de souci. Le fait que ça soit fait en entreprise, dès qu'on a des enfants, alors l'évolution fait que les hommes s'occupent autant des enfants que les mamans, et ça c'est hyper bien, mais automatiquement il faut sortir du travail, courir, aller les chercher à l'école, et le temps est court. C'est vrai que si on peut avoir dans la journée un créneau qui nous permette de faire du sport, c'est très intéressant. Mais là, il faut aussi qu'il y ait à la fois du côté des patrons de l'entreprise ou du CE et des salariés quelque chose qui se passe
pour qu'il y ait ou une salle faite mise à dispo ou des douches et des choses comme Alors, ça. Éric Bouliquin, avant les infrastructures, est-ce que dans les leaderships et les décisions qui sont prises là-dessus, est-ce qu'il faut évidemment une validation, un engagement fort de la direction qui puisse aussi considérer que ces pratiques sportives ne vont pas, à l'inverse, contre le travail, la qualité, la performance. Est-ce que ce n'est pas du temps perdu pour certains dirigeants ? Moi, je pense pas qu'il faut le prendre comme du temps perdu. Il faut l'intégrer dès le départ, et c'est sur du long terme, hein. On le déclenche pas du jour au lendemain en se disant bah voilà, on aura 100 personnes qui vont être amenées à pratiquer une activité sportive sur le site. Ici, on l'avait intégré dans la conception de ce bâtiment, c'est-à-dire que lorsque il a été ouvert en 2013, donc conçu à peu près en 2011, hein, parce qu'il y a pratiquement 2 ans de chantier, on avait intégré déjà le fait d'avoir des vestiaires en bas avec des casiers, des douches, et puis un espace détente au dernier étage, et vraiment au dernier étage, puisque pour donner accès aussi au dernier étage, parce qu'on dit souvent que le dernier étage c'est la direction, c'est vrai que la direction est implantée au 3e étage, mais la salle détente est aussi au 3e étage avec accès sur la terrasse, et la même terrasse que la direction. Donc là il y a un partage, et ça a été intégré dès le départ. Et faire venir déjà les collaborateurs vers le 3e étage, ça a été tout un exercice, c'est-à-dire il y avait des transats de mis à disposition, des chaises pour pouvoir s'installer sur la terrasse, et en fait personne n'y venait. Pourquoi ? Parce que les RH sont à côté, la direction est à côté, la salle de conseil de direction. Il y avait une culpabilité peut-être de la part des exactement, collaborateurs. voilà. Et alors que c'était ce qui était véhiculé comme message, c'est cette salle est faite pour vous. Vous pouvez venir plutôt que d'aller pour ceux qui fument, ils vont bien dehors fumer une cigarette. Vous pouvez monter 10 minutes, prendre un transat et vous poser. Il y a du soleil, vous profitez de cette terrasse. Et en fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que machinalement, les collaborateurs et les collègues ne venaient pas parce que peut-être culpabilité ou autre habitude. Et donc, on a ouvert cette salle et elle a pris à notre usage d'ouvrir sur des activités. Les premières ont été le Qigong et le fitness. Et puis après, ça s'est transformé. Il y a de la méditation, il y a du pied-point, il y a du renfort musculaire. Et ça m'est déjà arrivé d'être en réunion dans la salle de ce qu'on appelle la salle de conseil, et parce que c'est le vendredi midi, et en même temps de voir des personnes qui s'entraînent pieds nus sur la terrasse en short et t-shirt au pied-point, quoi. Donc ça vous fait en plus un spectacle sportif, ce qui n'est pas tout à fait désagréable. Ça peut surprendre des visiteurs, c'est-à-dire de voir que et puis le soir, à 10, je sais plus, c'est le jeudi, je crois, à 18h15, il y a le fitness, donc il y a de la musique, boum boum boum, et puis et vous avez des personnes qui... Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur la nature de ces pratiques. Samuel Blin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on préconise comme activité pour remettre les gens dans le mouvement ? Il y a plusieurs sports, en tout cas activités qui ont été dictées, mais est-ce qu'il y a des pratiques que vous préconisez, vous ? On peut vraiment pratiquer n'importe quelle activité, ça va dépendre de ses affinités. Mais après, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps, on peut aller très doucement vers une remise en forme, un réveil musculaire, on va aller vers de la sophrologie, du yoga, des activités très simples. Et après, on peut faire un événement où on va être... En fait, c'est le côté collectif qui va permettre aux personnes de se remettre plus facilement. Donc on peut dire... jeudi prochain, on va tous aller ensemble tester du badminton, on va tous aller ensemble tester une activité de squash, ou voilà, un sport, mais on y va en groupe, on y va pour s'amuser, et c'est pas le défi derrière de se dire je dois être le premier, c'est pas une compétition. C'est vraiment se dire on peut tester un sport. Stéphane Papin, ça veut dire il vaudrait mieux, idéalement, encourager des pratiques collectives, de sport collectif, précisément ? Alors, sport collectif, pas forcément. Ce qu'il faut, c'est, si on pratique du sport individuel tel que la course à pied, du vélo ou natte, c'est le faire avec des collègues. C'est cette incitation collective qui va faire qu'on va prendre plaisir, on va dépasser un petit peu ses limites. Le fait, je pense à des mamans qui reviennent de maternité, exactement, qui ont des collègues qui ont vécu cette expérience, vont partager ces moments-là de la vie, qui font que c'est plus facile d'en parler, de comprendre les difficultés à surmonter pendant une certaine période. Donc non, sport collectif ou individuel, vraiment là il n'y a pas du tout de préconisation. Après c'est le fait plutôt d'être ensemble,
qui fait que y a une récurrence et de partage qui va se faire. Et au-delà du sport, hein, ce qui fédère beaucoup inter-service, inter-direction chez nous, c'est le moment aussi qu'on passe juste derrière, lorsqu'on mange notre sandwich ou notre salade. Hein, voilà, il y a toujours un moment après douche où on a là aussi le temps de discuter un peu. Et voilà, c'est tous ces moments-là qui font qu'on a envie d'y retourner aussi, quoi. Bon, et qui sont fédérateurs. Daniel Murail, je voudrais aussi qu'on comprenne dans les typologies des pratiquants, ou en tout cas de ceux qui s'engagent plus facilement. Est-ce qu'on peut faire une corrélation un peu stricte entre le niveau hiérarchique et la pratique sportive? Alors, c'est une question qui nous est parfois posée. C'est-à-dire qu'on a mis en place, avec ce qu'on appelle un diagnostic dans l'entreprise, de savoir ce que l'entreprise attendait. Et ce diagnostic, on le fait à deux niveaux. On le fait avec, je dirais, les employeurs ou les managers plus 1, plus 2. Et puis on le fait avec les employés. Et au niveau de la parole, c'est bien qu'ils soient séparés, au niveau de la parole. Après, au niveau des actions, on s'aperçoit que la barrière qui peut exister, elle va petit à petit sauter pour arriver à une décision qui va être commune vis-à-vis des choix de sport qui vont être pris en place. Mais ça demande un peu de temps. Hein, il faut amener le sport dans l'entreprise, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande un peu de temps et il faut que, aussi bien côté employeur que côté employé, les personnes se soient rencontrées. Il faut que c'est pas que le sport, c'est pas que l'activité physique qui va rapprocher les gens. C'est aussi le fait de l'avoir mis en place ensemble. Bon, ce qui suppose une qualité de dialogue. Maintenant, ma question était sur les pratiques. Est-ce qu'on peut reconnaître que plus on monte dans les niveaux hiérarchiques, meilleures sont les pratiques? Oui, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans les niveaux hiérarchiques supérieurs ont, je dirais, plus de temps et de facilité. On a un contact actuellement avec une entreprise qui fait un travail à la chaîne en 3/8. Eh bien, c'est pas la même facilité de faire rentrer le sport entreprise. Et à ce moment-là, on est rentré par une porte qui intéressait tout le monde, aussi bien les employeurs que les employés, à savoir qu'on est rentré sur du conseil médical, de l'échauffement avant prise de poste. Et donc c'est cette partie-là qui a été mise en place par rapport au sport entreprise avec la médecine du travail d'ailleurs, entre parenthèses. Donc nos possibilités, elles ne sont pas que sur l'activité physique, elles sont aussi sur la partie médicale. Hein, on a fait avec une entreprise qui faisait de l'entretien dans les éoliennes. Donc ils avaient constaté des dégâts de plus en plus importants des personnes au niveau du genou. Donc on a fait tout un travail avec un médecin et d'ailleurs avec un entraîneur qui fait un entraîneur d'escalade. Donc et de façon à ce que les personnes arrivent à comprendre comment il fallait qu'ils échauffent leurs genoux avec une personne en escalade, de façon à moins se détruire le genou pendant leur activité physique. Donc ça, ce sont aussi des opérations qui ont demandé un peu de temps et de contact. Bon, les entreprises, Éric Pouliquin, qui vont favoriser évidemment ces pratiques, vont également, on le disait à l'instant, que ça ne se décrète pas, que c'est évidemment relatif à la qualité du dialogue interne évidemment à l'entreprise. Est-ce qu'elles vont finalement améliorer leur marque employeur? Est-ce qu'elles vont favoriser une certaine forme d'attractivité en s'engageant dans ces démarches-là? Alors, indirectement, elles vont le faire. Parce que ce qu'on s'aperçoit maintenant, je pense pas qu'il faut rentrer dans faire du sport pour attirer du monde. Voilà, c'est tout je pense un état d'esprit, voilà, un climat qu'il y a dans l'entreprise qui, ça contribue à avoir un bon climat dans l'entreprise. Et puis il y a peut-être, je reviens sur la qualité de service parce que ça fait partie d'une offre de service qui est mise à disposition du collaborateur, comme avoir à disposition des lits dans une crèche, comme on le fait, ça en fait partie. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater au niveau des recrutements, c'est que ça devient un avantage.
Voilà, on l'a pas travaillé comme ça, mais on s'aperçoit que ah bah oui, vous faites aussi, vous retrouvez j'ai entendu dire qu'un Sigma, on pouvait courir, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Oui, vous pouvez le faire, mais je pense que dans d'autres structures, on peut aussi le faire. Donc ça véhicule une bonne image de la structure au niveau de la région. Oui, c'est aussi comme la RSE au sens large, parce que pas cette matinale, mais cet échange autour de la RSE, c'est que avant, il y a quelques années, la RSE n'était pas un critère qui faisait venir les collaborateurs dans les structures, mais au vu maintenant des cursus que suivent nos futurs collaborateurs, ils ont entendu parler de RSE. RSE, c'est le bien-être, c'est l'environnement, c'est une gouvernance plus transparente qu'elle n'aurait pu être. Et aujourd'hui, on est questionné lors des entretiens d'embauche. Oui, mais en termes de RSE, qu'est-ce que vous faites? Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est un levier d'attractivité. Ça devient, voilà, ça devient un levier, voilà. Mais il ne faut pas le travailler comme faire du sport et de la RSE pour capter des nouveaux collaborateurs. Françoise Légal, un mot là-dessus, et puis Stéphane Papin. Oui, on s'est aperçu justement que les jeunes avaient une autre démarche et que pour eux, travailler, c'était vraiment quelque chose d'important dans leur vie, mais travailler et être bien dans leur société, c'était quelque chose aussi qui leur tenait à cœur. Donc la société change et il faut aussi s'adapter à ça. Pour un patron, lorsque ses collaborateurs se trouvent bien, automatiquement ils vont être plus à l'aise et ils vont produire un travail plus intéressant. Il va y avoir des échanges qui vont se faire. Nous, par rapport à la démarche qu'on avait fait lorsqu'on avait pris en charge cette thématique, on a fait un vendredi sport en entreprise l'année dernière et on a invité à notre conférence, on s'est entouré au GDOS de médecins qui travaillent pour nous, avec qui il y a de bons échanges et qui peuvent faire des conférences sur le territoire. Et on a fait directement une rencontre avec la médecine du personnel, la médecine du travail, avec le docteur Xavier de Paris, qui a été très preneur de la démarche et qui nous a directement parlé du bienfait du sport en entreprise. Lui en est tout à fait convaincu. Stéphane Papin. Ouais, ce que je voulais compléter, c'était on parlait de la marque employeur et de l'attractivité externe. Il y a aussi, une fois qu'on est collaborateur, il y a le sens de l'engagement des collaborateurs. On est de plus en plus sur une période en ce moment attractive, touchée par le turnover. Et forcément, ce bien-être fait aussi que l'engagement des collaborateurs et le turnover. Bien sûr, si dans le quotidien, avec son manager ou dans le cadre de ses projets, on n'en est pas satisfait, c'est pas le sport qui va faire qu'on reste dans une entreprise. Mais ça contribue à son engagement forcément. Oui, alors Françoise, un mot, et puis Samuel. Là, automatiquement, à partir du moment où on met les baskets ou le short, il n'y a plus le directeur, il n'y a plus le patron, il n'y a plus... Voilà, c'est des gens qui vont évoluer dans un sport ensemble. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ça redéfinit évidemment les niveaux, et en tout cas le niveau hiérarchique et les échanges. Samuel, c'est juste pour rebondir sur le fait tout à l'heure, c'est qu'il faut pas avoir un seul objectif de se dire c'est pour la santé, c'est pour la marque employeur, c'est pour tous ces objectifs-là. C'est très global en fait les bénéfices qu'il peut y avoir grâce au sport en entreprise, mais en même temps c'est extrêmement dur de quantifier, de voir les résultats qu'il va y avoir derrière sur sa marque employeur, sur la santé, sur la réduction du turnover. Donc en fait c'est l'ensemble des bénéfices qu'il peut y avoir, mais il ne faut pas cibler un parce que derrière c'est sur le long terme, c'est difficile de se dire je vais atteindre ce résultat-là. Pour autant, je voudrais quand même citer une étude qui date de 2015 qui avait été portée par le MEDEF et notamment le Comité national olympique et sportif français, qui montrait que la pratique du sport en entreprise permettait un gain de rentabilité pouvant atteindre les 14%, ainsi qu'une économie de 7 à 9% sur les frais de santé du pratiquant. Daniel Murray, comment ça vous fait réagir ça ? Alors, nous, le fait que le CNOSF et le MEDEF fassent cette enquête, c'était bien aussi pour promouvoir le sport en entreprise, et c'est ce qui s'est déroulé, puisque, comme je vous le disais, il y a quand même un certain nombre de régions qui ont
permis le développement du sport en entreprise, et avec à chaque fois avec deux objectifs. Hein. Un premier objectif qui est de rapprocher, de faire une proposition à l'entreprise qui est plutôt le sport avec comme facteur de réussite, mais par rapport à toute entreprise. Donc à travers un diagnostic et ensuite de déterminer quels sont les éléments que recherche l'entreprise. Et puis un deuxième objectif qui se déroule depuis 7-8 ans, en particulier qui a été développé en Languedoc-Roussillon et qui permet à des personnes de s'inscrire sur un secteur qui est par exemple entre midi et 2h ou le soir après 16h, et qui permet à une personne d'aller faire un peu de karaté ou de sport de défense ou de sport détente, etc. Et donc la personne s'inscrit sur une plateforme et ça lui permet ensuite de faire cette pratique et de se retrouver ou pas plusieurs fois. Donc cette plateforme qui est une plateforme du comité olympique, hein, qui est développée par le comité olympique, donc est mise en place actuellement donc sur les Pays de la Loire, sur tous les Pays de la Loire, hein, sur toute la région, de façon à justement permettre aux personnes qui ne sont pas impliquées par le sport entreprise dans l'entreprise de pouvoir se rapprocher du sport. L'avantage de cette plateforme, c'est que elle a un coût, mais tous les bénéfices de cette plateforme revient directement au mouvement sportif. Bon, donc ça c'est une des actions évidemment que propose le CROSS, notamment sur notre territoire. Une autre étude quand même du cabinet Viavox sur les principales mesures attendues pour mieux concilier temps personnel et temps professionnel nous disait, c'est vous qui me l'avez communiqué d'ailleurs Daniel, que 23% des salariés attendent des facilités pour faire du sport à l'entreprise et que de l'autre côté 12% des dirigeants envisagent de le mettre en place et sont prêts à l'intensifier. Éric Pouliquin, comment est-ce qu'on peut réduire justement cet écart entre les attendus des collaborateurs et les intentions des dirigeants? Je ne sais pas. C'est une réponse. Alors comment on peut le faire? Peut-être un mot, Éric, et puis oui, Samuel oui. Et Daniel. Hein. Je pense que c'est un... Mais ça doit venir, ce qu'on dit, plutôt bottom-up. Il faut pousser, il faut que les collaborateurs aillent voir les directions. Je pense qu'il faut laisser l'initiative aux collaborateurs et qu'ils soient moteurs et après qu'ils challenge ou sollicite les directions en disant ben voilà ce que ça va apporter ceci, voilà, et c'est comme ça qu'on a fonctionné. On le voit bien dans le cadre de Sigma, effectivement. Et ça se fait pas parce que imposer par le haut, dire ben voilà on lance ça va devenir une idée de la direction, voilà, et c'est bon, ça marchera peut-être, mais vaut mieux laisser l'initiative avec un risque peut-être de paternalisme comme on avait connu dans le sport corporatiste au 19e siècle. Samuel Blin, un mot là-dessus quand même sur la réduction de ces écarts-là entre les... Je suis d'accord sur le fait faut toujours laisser la possibilité aux collaborateurs de pousser l'information, mais derrière on peut aussi leur donner des outils pour que ça puisse encore plus simplifier cette mise en place, et également pour du côté un petit peu plus en haut dans la direction, leur montrer encore plus souvent des références avec Sigma par exemple, qu'il peut y avoir plein de bénéfices, et leur montrer que voilà, même si aujourd'hui on n'est que 12%, peut-être qu'en montrant que des groupes comme Sigma ont plein de bénéfices grâce au sport en entreprise, ça peut être intéressant pour eux également de le mettre en place et de le montrer et de le développer encore plus. Dans ces actions-là qu'on voit et la nécessité de travailler entre les entreprises, les startups que vous représentez, les mutuelles et puis les fédérations et les institutions, il y a la signature d'un partenariat, vous pouvez nous en dire un mot rapidement avec le CDOS? Totalement. Donc là, en fait, dans le cadre du développement de Fitly, donc nous aussi, on est sur Ensemble Pays de la Loire, on est sur Niort, on est sur pas mal de régions du territoire. Et donc, puisqu'on met en relation les entreprises, donc on va vraiment simplifier le sport en entreprise. Et on met en relation avec des partenaires sportifs. Et donc avec le CDOS, c'est vraiment avoir ce discours-là. Nous, on veut simplifier le sport en entreprise. Et aussi, dans cette démarche en ce moment. Et c'est vraiment travailler main dans la main pour vraiment simplifier de A à Z cette mise en place. Bon, ça veut dire quoi? Qu'ils vont vous mettre à disposition des éducateurs? Françoise, un mot là-dessus rapidement. Oui, l'idée c'est de justement, on sait très bien actuellement que financièrement tout n'est pas facile et que les comités ont besoin de faire non pas
toujours les finances pour leurs éducateurs. Donc l'idée, c'est de sortir les éducateurs vers les entreprises via. Il nous fallait une plateforme, il nous fallait quelque chose pour pouvoir le faire. Donc, par rapport au partenariat que l'on fait, les comités vont avoir l'opportunité de pouvoir augmenter les salaires de leurs éducateurs via Fitly et voilà le partenariat que l'on fait. Bon, très bien. Daniel Murail, peut-être juste pour terminer, je disais à l'instant là, évoquer cette meilleure concertation nécessaire entre tous les acteurs, fédérations, associations, institutionnelles, les entreprises, les startups, on vient de le voir, et peut-être les mutuelles aussi. Oui. Comment est-ce que le cross joue là-dedans ? L'enquête dont vous parlez, là, qui a été faite par Viavox, elle a été. J'ai participé à un travail au niveau d'une presse de l'après-QR qui avait mis ça en place avec Harmonie. Et donc, il a bien été conclu à l'occasion de ce travail que l'importance, c'est de pouvoir se rapprocher des RSE, des entreprises au niveau du secteur RSE, de façon à mettre en place avec l'entreprise une opération qui est sur mesure, qui correspond à leur attente et qui va être différente d'une entreprise à une autre. C'est pour ça qu'on propose cette action de ce rapprochement et d'une étude après un diagnostic avec eux de ce qu'ils veulent mettre en place. Concernant donc le fait de rapprocher les clubs sportifs des entreprises, il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est une opération qui a un coût. L'éducateur, il faut le payer. Et nous, ce qui nous a semblé intéressant, donc au niveau du Comité national olympique, c'est d'utiliser une plateforme qui fait que tout le bénéfice de cette opération retourne au mouvement sportif. Voilà, on est passé sur une structure purement associative interne au mouvement olympique. Merci à toutes et à tous. On arrive déjà évidemment au terme de cette émission. Comme je vous en ai parlé, on retrouvera évidemment dans quelques instants, pour celles et ceux qui nous suivent en report, l'interview de Benoît Campard qui réagira. Pour rappel, évidemment, il était champion de judo en 1992. Il a formé notamment notre Teddy Reiner. Et puis, il a créé cette école, cette formation Passeport Emploi avec le chef Thierry Marx pour évidemment travailler sur les notions de sport, de croisement de sport et de retour à l'emploi, et également il travaille sur ces questions de gestion du conflit en entreprise grâce au sport. On retrouve son interview dans quelques instants. Merci à toutes et à tous évidemment pour vos témoignages. J'en profite rapidement pour vous rappeler qu'on se retrouvera le 12 mars pour la prochaine émission, prochain rendez-vous RSE, et on parlera d'événementiel responsable. Merci pour votre attention. Benoît Campargue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je l'évoquais au démarrage donc de cette émission Rendez-vous RSE consacrée au sport et à la responsabilité sociétale des entreprises, émission donc portée par la chaire RSE Audencia Business School. Benoît Campargue, vous êtes un ancien athlète de haut niveau, ancien sportif, champion d'Europe de judo en 1992. Vous avez été entraîneur pendant de longues années et notamment entraîneur de Teddy Riner de 2004 à 2012. Vous accompagnez des athlètes de haut niveau d'ailleurs dans d'autres disciplines sportives. Vous êtes référent expert sur le sport en entreprise, cofondateur de Sport Management System, une entreprise de coaching sportif, et vous êtes cofondateur de Passeport pour l'emploi. C'est une école de formation à but social, humain, éducatif qui permet aux jeunes de 18 à 25 ans de retrouver un emploi pérenne. Benoît Campargue, vous avez écouté nos échanges. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de nos propos, des propos de nos invités ? Alors déjà des propos très très intéressants qui balayent le spectre des bénéfices du sport en entreprise. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, tout le monde aujourd'hui s'intéresse au sport, mais aussi à l'activité physique et sportive en entreprise, mais pas que, liée à l'augmentation de la sédentarité aujourd'hui, qui est de plus en plus importante. Et, on ne va pas préciser toutes les études qui ont été faites là-dessus, mais concernant les entreprises, il y a aussi d'autres leviers qui sont importants que la santé. Benoît Campargue, quels sont les bons arguments aujourd'hui pour convaincre un dirigeant de faire entrer le sport dans son organisation ? Alors, le plus important, c'est évidemment un retour sur investissement. Donc, il est important, lorsqu'on met en place des programmes d'activité physique et sportive en entreprise, d'avoir des indicateurs, et notamment des indicateurs économiques.
Ensuite, évidemment, comme ça a été dit sur les divers entretiens, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut un certain laps de temps pour qu'on puisse voir les bénéfices du sport en entreprise sur les collaborateurs et sur leur performance au travail. Quand on dit faire entrer le sport, c'est davantage l'activité physique pour éviter des phénomènes possibles d'esprit de compétition au sein des organisations, au sein des collaborateurs? Oui, tout à fait. L'objectif n'est pas du tout la compétition. Alors, effectivement, j'ai été entraîneur national, j'ai entraîné des grands champions au titre olympique, mais je me suis aperçu au bout d'un moment que le fil conducteur, c'était le bien-être et la santé des athlètes. Parce qu'on a beau entraîner des athlètes à très haut niveau, l'objectif c'est de les amener dans des bonnes dispositions psychologiques et physiques à l'échéance, et c'est pareil pour les entreprises. Je suis aujourd'hui un petit peu un entraîneur des gens ordinaires, des collaborateurs en entreprise, en mettant tout ce qui est en place pour leur bien-être et leur santé. Donc, par rapport à la qualité de vie au travail, l'important c'est la déconnexion. Il est important qu'à un moment donné, compte tenu de l'amplitude et de l'intensité du travail aujourd'hui, qui est de plus en plus important, qui demande de plus en plus d'adaptabilité, cette déconnexion est aujourd'hui nécessaire. Après, il y a tous les bénéfices de lien social, de cohésion. Si je prends l'exemple d'une société où, par exemple, plusieurs services cohabitent mais sans forcément se parler ou se croiser, le sport est un bon levier pour cet élément-là. Pour décloisonner et donc créer du lien. Pour un chef d'entreprise, toujours dans les arguments qui vont évidemment l'aider à passer le cap et en tout cas à s'investir dans cette démarche, est-ce qu'il n'y a pas un frein potentiel, une résistance à devoir investir dans des infrastructures coûteuses et lourdes ? Alors, pour moi, ce n'est pas un sujet parce que il faut que l'offre sportive s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse, compte tenu justement des freins qui existent. Pour cela, donc, nous proposons de l'intention de pratique pour ceux qui ne souhaitent pas le faire et de la sensibilisation. Et pour ceux qui ne sont pas équipés en termes d'équipement sportif ou de salle de sport, évidemment, et on utilise des infrastructures existantes au niveau de ces entreprises-là. La pratique peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je prends l'exemple d'un grand compte avec qui nous collaborons sur du sport, qui sont équipés en termes de salles de sport et de coaching au sein de l'entreprise, leur demande a été de pratiquer à l'extérieur pour justement que les collaborateurs puissent déconnecter. Donc pour moi, c'est pas un sujet, on doit être capable de s'adapter à l'infrastructure avec ou sans douche, avec ou sans équipement sportif de l'entreprise. Est-ce que, Benoît Camparegui, est-ce qu'il est sincère l'argument des collaborateurs qui prétendent que le manque de temps est une raison pour ne pas pratiquer du sport et des activités physiques ? Alors là, c'est encore un sujet dans le prolongement des équipements des entreprises. Le temps est quelque chose de très important, évidemment, pour les dirigeants. Et donc, il faut que le sport s'adapte au temps qui est imparti pour la pratique. Donc, là, on parle d'optimisation du temps pour la pratique. Et si il n'y a pas la possibilité de mettre en place des séances d'activité physique et sportive, on doit accompagner les collaborateurs pour une pratique autonome, en optimisation du temps pour la pratique sur les trajets, sur les déplacements dans l'entreprise, chez soi et toute la semaine en fonction de leur disponibilité. Au-delà du plaisir, évidemment, et de l'agrément des pratiques sportives, au-delà de contribuer à l'hygiène de vie et aux questions de santé publique, est-ce que le sport, Benoît Camparegui, peut résoudre des problèmes et des gestions de conflits en entreprise ? Alors, complètement, parce que justement, la déconnexion permet de retirer la pression et le stress qui est lié aux objectifs, au travail. Donc à partir de là, c'est vraiment un outil très très intéressant dans la gestion des conflits, mais aussi dans la prévention, parce que les échanges sont très libres dans l'activité, il n'y a pas de hiérarchie, puisque tout le monde se positionne sur le même niveau, et surtout il y a une collaboration entre les salariés au sein de la séance. L'objectif n'est pas de montrer aux autres qu'on est le plus fort dans la séance de sport, mais au contraire d'aider les plus faibles
pour qu'il y ait une collaboration et justement servir d'outil, de levier dans la gestion des conflits et notamment dans la prévention de la gestion des conflits. Vous intervenez bien entendu en tant qu'ancien sportif et coach aujourd'hui sur des aspects psychologiques mais physiques également, sur le comportement des collaborateurs. Oui, parce que la posture est très importante au travail. On parle beaucoup de l'aspect psychologique qui est évidemment important, mais je reprends une des valeurs de l'olympisme, c'est le corps et l'esprit qui ne sont pas dissociables, comme l'activité physique et la nutrition ne sont pas dissociables. Donc à partir de là, il est très important que la partie physique et la confiance en soi sur son propre physique, vous savez que notre véhicule, c'est notre corps, hein, autant on amène les véhicules au garage faire des révisions, et des fois on oublie de s'occuper de son propre corps. Donc là, il est très important pour notre propre confiance et pour que notre posture vis-à-vis de nos collaborateurs, soit en tant que manager ou en tant que salarié, soit en adéquation. Et cette confiance-là permet d'aller vers les autres, d'avoir un peu plus de convivialité et d'enthousiasme au sein du groupe. Benoît Campargue, je voudrais qu'on termine en parlant de Passeport pour l'emploi. C'est une école de formation, je le disais au début de notre entretien, à but social, humain, éducatif. Ça veut dire que le sport aujourd'hui peut aider, contribuer à résoudre des problèmes d'accès à l'emploi, et comment ? Alors complètement, le sport aujourd'hui est un levier très important au sein de la réinsertion sociale. Si vous posez la question à un échantillon de jeunes, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire plus tard, il y a au moins 70% de jeunes qui disent « j'aimerais bien travailler dans le sport ». Donc pour ces publics éloignés de l'emploi, ça donne de l'attractivité. Et puis, deuxième chose, ça augmente la qualité des recrutés pour les employeurs qui sont très très friands de ce qu'on met en place pour eux, et quelle que soit la branche d'activité professionnelle. Ce qui suppose d'avoir des partenariats solides avec les entreprises qui sont des futurs recruteurs ? Alors tout à fait, les entreprises aujourd'hui prennent conscience de la fracture sociale, qui est de plus en plus importante. Nous, on a pris le problème à l'envers, on a fait l'emploi avant la formation. Donc ces entreprises qui sont convaincues de la chose nous offrent l'emploi, et derrière on fait une formation de 12 semaines. Pourquoi 12 semaines ? Parce que ce sont des jeunes qui sont en rupture ou en échec scolaire, et il est hors de question pour nous de les mettre sur un protocole suffisamment long où ils puissent se lasser. Donc la pratique est la priorité, et avec de la théorie évidemment, mais sur 12 semaines, avec évidemment du sport et des satellites autour du sport qui sont la posture au travail, qui sont aussi la nutrition, la pratique sportive et toutes les valeurs qui sont autour. Benoît Campargue, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un ancien athlète de haut niveau. Vous avez été entraîneur de judo, notamment entraîneur et formateur de Teddy Riner. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à l'émission Rendez-vous RSE qui parlait de sport et de responsabilité sociétale. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.